Oh, ça arrive fort. J'espère que tout va bien en cette semaine de merde. J'espère que vous survivez et que vous lâchez rien en cette période compliquée. Hum, hum, hum. Bon, il y a du people. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, donc c'est le confinement. J'ai continué à faire des coaching week au nom de la formation professionnelle continue cette semaine et avec des discussions avec les deux boys qui étaient là, que je salue au passage. L'un d'eux me raconte que bon, il bosse sur les marchés dans le fromage et que son chiffre d'affaires a explosé parce que les gens pendant ce confinement dépensent encore plus d'argent qu'avant dans la bouffe. Donc son chiffre a pris quasiment 10% par mois. Pour le confinement, c'est absolument énorme. Ce qui est tout à fait normal, vu que on nous prive d'à peu près tout ce qui nous fait plaisir dans la vie. Il est tout à fait normal que on compense à vouloir se faire plaisir avec d'autres trucs. Autre facteur très propre à cette période, Karine sur The Tribe Nutrition s'est lancée dans la confection de desserts. Et bon, ça cartonne, les gens se régalent, mais certains clients qui sont sur une perte de poids, ce que je peux tout à fait comprendre, m'ont l'air un peu trop obsédés sur est-ce que le fromage blanc c'est du 0% et pas du 20%. Donc il m'a paru très 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 important de faire un petit rappel parce que là il y a deux manières de tomber dans le même piège et de finir vraiment pas bien. Donc je vous explique. Il y a un truc. Salut Guillaume, pourquoi dans ta dernière vidéo tu dis qu'il ne faut absolument pas squatter si tu as des problèmes de poids? Je ne comprends pas la logique ni la problématique. Non, je pense que toi t'as absolument rien compris la vidéo. J'ai absolument jamais dit ça. Donc au moins c'est réglé. Par contre tu viendras me parler en privé parce que c'est pas du tout l'objet du live en l'occurrence. Et c'est pas un live pour que tout le monde vienne poser des questions sans aucun rapport. Donc non, j'ai jamais dit ça. Je pense que tu devrais retourner voir le live avant de me poser la moindre question. Reprenons. Je suis comme ça, donc je suis gros. Je suis comme ça, donc je suis maigre. Les gens ont tendance à se définir sur leur manière d'être, sur ce qu'ils sont. Or, oui, c'est génétique, c'est comme ça. Moi, génétiquement parlant, je suis censé être gros. Oui, moi, génétiquement parlant, je suis censé être fort. Moi, génétiquement parlant, je suis censé être maigre. Ça prouve un niveau de connaissance d'il y a environ 40 ans. Parce qu'en fait, ça fait quelques années maintenant qu'on sait que vous n'êtes pas du tout votre code génétique, vous êtes l'expression de ce code génétique, ce qui n'a aucun rapport. Ce qui n'a aucun rapport, c'est-à-dire, vous avez sur 100% d'ADN, 2% d'ADN codé, et 98% de produits d'ADN, anciennement appelés ADN poubelle, qui sont en fait des outils qui permettent de gérer l'expression des 2% d'ADN. C'est-à-dire que imaginons
que vous êtes dans un énorme hangar avec plein de références de produits, genre un énorme hangar Amazon, et qu'on considère que votre code génétique, c'est l'ensemble des codes barres de tous les différents produits, en fait, sur tous ces produits, il y en a que 2 qui vont pouvoir s'exprimer, et il y en a 98% qui vont expliquer aux autres comment s'exprimer. Et la blague, c'est que votre environnement et votre comportement n'influent évidemment pas sur les 2%, mais sur les 98%. Et ça explose tous les argumentaires débiles de ouais mais moi je suis comme ça donc voilà. Moi je suis un gros obèse qui a aucune volonté dans sa life. Mais bon, c'est parce qu'en fait je devais être obèse. Donc j'en suis là quoi. Voilà. Alors tout maigrichon qui va se dire ouais voilà moi je suis tout maigre donc voilà. Voilà. Un mec ultra colérique, un mec ultra peace and love, un mec feignant, enfin un mec ou une femme, hein. Je sais qu'en 2020, faut surtout, à chaque fois que tu dis un mec, faut dire une femme, sinon ouais, t'as la police de la bien-pensance qui va arriver, donc bon, je le dis. Un homme ou une femme. Hein. Un obèse ou une obèse, un feignant ou une feignante. Hein, voilà. Donc, on en est où? On en est qu'on est à un moment de notre vie où on n'est pas défini par son code génétique, mais on est défini par l'expression de notre code génétique. Et là, ça va être vraiment un truc énorme. Alors, est-ce que le métabolisme, on n'a pas tous le même, peut-on le changer? Là encore, pipeau. Pipeau complet. Le métabolisme, oui, je suis d'accord, on n'a pas tous le même. Mais en fait, est-ce que ton métabolisme actuel est le résultat de ton métabolisme ou est-ce qu'il est le résultat de toutes les conneries que tu as faites avant? Genre régime yo-yo, pilule, alimentation avec des aliments de merde 0%. Je te laisse méditer là-dessus. Là encore, c'est la logique. Oui, mais moi, mon métabolisme, c'est de la merde. Oui, mais quand on creuse un peu et qu'on rentre vraiment en profondeur chez les gens qui ont un métabolisme de merde, on s'aperçoit qu'ils ont aussi fait tout ce qu'il fallait pas pour avoir un métabolisme de merde. C'est là que Mathilde, sur les consultations alimentation, cartonne, puisque elle, en fait, elle fait des consultations vraiment poussées, et même si vous lui dites n'importe quoi, elle arrive à détecter que vous avez fait n'importe quoi à un moment. Et ça, c'est drôle. Parce que la femme de 30-40 ans qui arrive pas à perdre cette couenne de tissu adipeux et qui te dit non, moi je comprends pas, je mange bien, je fais du sport, et qui derrière tu t'aperçois qu'à 15 ans, la meuf était anorexique boulimique, et qu'elle prend la pilule depuis 20 ans, pilule qui est pas spécialement faite pour elle, donnée par un gynéco complètement teubé. Problème, c'est un peu le problème du mec qui prend 80 kilos à force de vouloir perdre du poids, à coup d'effet yo-yo. C'est un problème. Est-ce que tu as perdu 80 kilos? Est-ce que tu as pris 80 kilos parce que tu comprends c'est ton métabolisme qui est totalement merdique? Ou est-ce que tu as enchaîné les conneries en fait? Désolé pour mon discours un peu cassant, mais c'est pas pour vous casser, hein. Pas du tout. Mais c'est pour essayer de vous expliquer en fait. Vous devriez arrêter de voir le monde et votre situation à moins de jours ou à plus de jours. Vous devriez vous rendre compte que si à 30, 40 ans, vous n'avez pas le physique que vous voulez, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites dans les 10 dernières années et il y a peut-être des erreurs qui ont été faites dans les 10 dernières années. Je vous prends un exemple philosophique qui va vous faire comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans et je suis relativement indépendant dans ma vie financièrement. Ça, c'est un projet que j'ai lancé à 23 ans. Enfin, ça fait 9 ans, quoi, que je bosse dessus. Donc, compliqué. Les hormones qui évoluent selon l'âge. Les hormones évoluent selon l'âge, bien sûr. C'est pour ça que t'as pas forcément la même pilule à 15 qu'à 35 ans, par exemple. Donc, ce serait peut-être bien
ça, mais est-ce que tes hormones ont mal évolué avec l'âge à cause de l'âge, ou est-ce qu'elles ont encore évolué avec tes comportements pas bons? La question, elle est là. Est-ce que tu t'es pas aussi un peu saccagé hormonalement? C'est un peu ça. Faudrait se poser la question. Donc, j'en reviens à ça. Comportements qui vont faire que vos gènes vont s'exprimer d'une mauvaise manière, ou que certains gènes qui devraient s'exprimer vont plus s'exprimer, ou que certains gènes qui devraient pas vont partir complètement en vrille. Exemple très très simple, on va commencer d'entrer par celui-là comme ça c'est fait. Le fromage à 0%. Alors ça, enfin tout ce qui est 0%, hein, ça, sur l'échelle de la merde, là on est quasiment sur 20 sur 10. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple du fromage blanc qui est un fromage plein de flotte. Le fromage blanc a cette particularité d'être plein de flotte. Donc quand vous voyez marqué 20% de matière grasse sur un fromage blanc, en fait c'est 20%, et il y a un petit astérix où c'est écrit sur résidus secs. Donc vous, comme vous faites attention à rien, vous imaginez que dans 100 grammes de fromage blanc, ben, il y a 20 grammes de gras. Et vous vous dites, c'est quand même beaucoup. Sauf que dans 20 grammes de fromage blanc, il y a 95% d'eau. Donc en fait, 100 grammes de fromage blanc en résidus secs, ça doit même pas faire 10 grammes. Et donc, 20% sur ce reste-là, ça fait ridicule, en fait. C'est-à-dire que dans 100 grammes de fromage blanc à 20% de matière grasse, vous avez en fait 3-4 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Limite, quand vous mangez du fromage blanc, vous êtes en train de boire plus que de manger. Donc, en fait, il faut aussi savoir que le gras contient les vitamines. C'est-à-dire que la plupart des vitamines organiques sont liposolubles. C'est-à-dire que quand j'enlève les vitamines, eh bien, quand j'enlève le gras, j'enlève les vitamines. Ce qui est magnifique, parce que dans tout ce qui est organique, comme le lait, eh bien, les vitamines jouent l'effet d'anti-radicaux libres, d'antioxydants, et sont là pour contrer l'effet des radicaux libres oxydants. Donc vous prenez un fromage, fait à partir du lait. Vous enlevez le 3 grammes de matière grasse pour vous donner bonne conscience. En fait, en enlevant la matière grasse, vous avez enlevé les vitamines, vous avez enlevé les antioxydants, et vous n'ingérez que la merde. C'est exceptionnel. Sachant que on adore le fromage blanc parce qu'il apporte des protéines, sachant que les protéines sont oxydantes. Donc, pour vous enlever 3 ou 4 grammes de matière grasse, vous êtes allé vous enlever tous les bons micronutriments du fromage blanc. Vous avez gardé que les mauvais. Et alors, le meilleur, c'est que dans l'industrie alimentaire, on sait que le gras est texturisant. Donc, comme vous avez enlevé la texture, le gras, bref, on va mettre des produits chimiques à la place pour recréer une texture. Et donc, Karine culpabilise de faire des desserts à base de fromage blanc 20%, parce que ses clients lui exigeraient presque de mettre du 20% alors qu'on a une dynamique de cuisine healthy. Et comment on peut vous faire une cuisine healthy si on vous met du fromage à 0%? Je vous laisse méditer sur le sujet et à quel point c'est débile.
1 kilo de fromage blanc, c'est pas 200 grammes de gras, parce qu'il y a écrit 20% dessus, c'est 30 ou 40 grammes, même pas, c'est vraiment insignifiant. Hein. En toute honnêteté, c'est vraiment insignifiant. Mais vous êtes encore dans l'optique de si je mange gras, je deviens gros. Ce qui est complètement con. Alors, pourquoi je viens vous expliquer ça? C'est parce qu'en fait, épigénétiquement parlant, ces micronutriments, gras, macronutriments, mais vitamines, micronutriments, influencent violemment les 98% de gènes qui vont choisir comment les 2% d'ADN vont se reproduire. Et donc, votre comportement alimentaire a préféré quelque chose de violemment transformé plutôt que 3 ou 4 grammes de gras, en fait, vous êtes en train d'avaler des produits chimiques, vous êtes en train de bouffer que des radicaux libres sans les antioxydants. Résultat des courses, vous êtes en train de niquer l'expression de vos gènes. À savoir que, alors, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas révisé mes cours avant de le faire, mais en gros, vous avez votre l'ensemble de votre tissu corporel qui se renouvelle. Si je dis pas de conneries, vous avez votre peau qui se renouvelle toutes les 3 semaines quasiment par la division cellulaire. Hein. Vous avez la même chose au niveau de l'os, mais je crois que c'est un processus qui prend quelques mois. Mais donc en fait, vos cellules sont tout le temps en train de recréer de l'ADN pour se diviser systématiquement. Donc en fait, à chaque fois que vous ingérez de la merde, industrielle hein, de préférence, vous êtes en train de permettre à la nouvelle cellule qui est en train de se produire, par reproduction de l'ADN, de potentiellement encore plus foirer. Donc par rapport aux questions que m'a posées tout à l'heure Audrey Team Rentable, est-ce que là où tu en es actuellement, c'est l'âge, la fatalité, ou est-ce que c'est ton corps qui, par tes mauvais comportements ou tes très mauvaises habitudes, s'est régénéré de la mauvaise manière ces 30 dernières années. Je vous donne un exemple. Alors moi, j'aime pas trop me prendre en exemple, mais je pense que sur ça, je peux. Là, je suis pas bien rasé, mais j'ai fait du sport à peu près toute ma vie. J'ai dû fumer moins d'1 cartouche de cigarette dans toute ma vie. Je ne traîne avec personne de mon entourage qui fume. Et je fais du sport minimum 3 fois par semaine depuis 20 ans, à peu près. Ben, bizarrement, quand je me rase, tout le monde a l'impression que j'ai 19 ans. Il faut que je me mette à parler pour qu'on comprenne que bon, au niveau de la voix, j'ai un peu mué et j'ai un peu crié dans ma vie, donc je suis plus âgé. J'ai des potes à moi que je côtoyais quand je travaillais en boîte il y a une quinzaine d'années maintenant, une dizaine d'années. Aujourd'hui, eux, à 32 ans, ils en paraissent 42. Mais bizarrement, ils ont pas fait autant de sport que moi. Ils ont eu des beaucoup plus mauvaises habitudes en termes d'alcool et de clopes et de manque de sommeil, etc., etc. Donc leur corps a vieilli vachement plus vite. C'est bien pire chez une femme. J'ai vu des femmes entre leurs 18 et leurs 28 ans dans le milieu de la nuit vraiment prendre cher. Vraiment. Et à la limite, un homme avec un peu des traits, un peu des rides, ça fait stylé, ça fait un peu George Clooney. Mais alors une femme à 28 ans avec des rides, immédiatement, ça le fait pas du tout. Un mec qui prend un peu de bide, un peu de cul, bon, socialement, c'est moins grave. Une femme, par contre, c'est dramatique. Donc, Justin qui commente pas d'alcool, pas de sport. Non, pas d'alcool et tu veux dire du sport. Parce que toi, je t'ai eu en stage, donc je sais que tu fais beaucoup de sport. Et t'as 40 balais, mon gars, et c'est clair que tu en parais 15 de moins. Donc, est-ce que la conséquence du vieillissement est vraiment la conséquence du vieillissement ou est-ce que c'est la somme de vos erreurs qui font que vos cellules se reproduisent de moins en moins bien ?
vous devriez vous poser la question. Comment tu expliques qu'on perde plus facilement jeune que plus âgé? Ben voilà, on a la réponse à notre question. Donc tu cherchais à perdre du poids jeune et aujourd'hui tu as du mal à le perdre. Parce que tout simplement, il est vrai qu'avec l'âge, ton métabolisme se ralentit. Mais Audrey, là, tu fais une petite fixette sur considérer que c'est ton âge le problème. Et je te conseille de te défixer de ça et de plutôt faire une introspection sur qu'est-ce qui a merdé avant et qu'est-ce que tu peux contrôler maintenant. Nous expliquer que le métabolisme ralentit avec l'âge, oui, je suis d'accord. Mais moi, autour de moi, j'ai des gens qui sont très fit à 50, 55, 60 ans, et ils le sont simplement par les habitudes qu'ils ont mis en place depuis une trentaine d'années. Hein, donc voilà, ça aussi c'est une facilité à penser que c'est pas pour nous. Magnifique Audrey, et Audrey témoigne. Moi j'ai 43 ans et on m'en donne 35. Mais c'est fabuleux, ça c'est excellent. Au passage, pour revenir à ça, il y a des gens qui prennent des coups dans la gueule, mais parce que la vie leur met des coups. Quand vous avez un décès, quand vous perdez votre boulot, on a tous une sale gueule. Hein. Il n'y a pas de souci. Puis il y a des gens qui cumulent vraiment les emmerdes toute leur vie. Et c'est vrai que ça les marque plus. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ce dogme de croire que rien n'influence votre génétique, c'est vraiment, vraiment du pipeau. Alors, encore une fois, le problème de l'occidental, c'est qu'il fonctionne que par opposé. C'est soit blanc, c'est soit noir. C'est soit blanc, c'est soit noir. C'est soit bon, soit mauvais. C'est soit gentil, soit méchant. Voilà, les Avengers, Thanos, les noirs, les flics. Voilà, l'être humain fonctionne comme ça, alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Donc mettons un petit peu de juste milieu. Je suis pas du tout en train de dire que grâce à l'épigénétique, vous allez vivre 163 ans et qu'on peut repousser les limites de la médecine. J'ai pas dit ça. D'accord? J'ai juste dit que nier l'influence de notre comportement alimentaire et de notre vie sur nos gènes est un mensonge. Rien que le stress, le fait d'être stressé, moi par de l'énergétique, des vies antérieures, je suis un homme d'action qui vit dans le stress permanent. Même quand il n'y a pas de raison d'être stressé. Voilà. Je suis en train d'ailleurs de faire exprès de me développer une tendance paranoïaque parce que je suis vraiment trop gentil sur certains points. Je fais un peu confiance facilement. Mais au niveau de mon boulot, de mon exigence avec moi-même, je suis très très stressé. Donc, parlons du stress. Le stress crée du cortisol, mais de manière totalement inverse. Vous avez un stress, votre corps monte en régime, et votre corps va produire du cortisol pour vous permettre de redescendre. Problème, c'est que ce cortisol, il n'est pas gratos, et il va aller polluer pas mal de systèmes qui vont devoir l'éliminer. La problématique du cortisol, c'est qu'il va carrément aller shooter vos hormones cérébrales, il va aller shooter ce qui se passe dans le microbiote, et là encore une fois, ces deux cerveaux vont dysfonctionner quand vous avez trop de cortisol. Dysfonctionner jusqu'à les influencer différemment. C'est 98% de gènes, blablabla. Donc, le management du stress fait aussi partie de prévenir la prévention des maladies chroniques. C'est ce que j'appellerais, moi, la partie mode de vie. Il y a beaucoup de stress qu'on a par des éléments qu'on peut pas contrer. Ça, c'est la vie. Mais il y a une partie des stress qu'on s'inflige nous-mêmes.
Je prends un exemple très simple, les gens qui adorent ne rien anticiper et tout faire au dernier moment. Soyons très honnêtes, au bout d'un moment, moi je suis arrivé à un âge où j'adorais tout faire au dernier moment, je suis arrivé à un âge où putain ça commence à me fatiguer de tout faire en speed, donc maintenant j'anticipe. On peut dire que c'est l'expérience, mais je pense que moi c'est aussi la fatigue d'en avoir marre d'être tout le temps stressé. Voilà. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais stress? Non, le stress il est ni bon ni mauvais. C'est pas le stress qui est bon ou qui est mauvais, c'est la situation. Je vais prendre l'exemple de la peur, par exemple. La peur n'est jamais mauvaise tant qu'elle est raisonnée. C'est-à-dire qu'avoir peur H24 de tout et de rien, ça c'est mauvais. Mais c'est pas la peur qui est mauvaise, c'est le contexte dans lequel vous l'avez. Par contre, avoir peur le soir quand vous rentrez chez vous parce que vous êtes seul, ça c'est du très bon stress. Parce qu'il correspond à la situation. Donc le cortisol, encore une fois, il faut le sécréter, mais il faut que ça soit dans des manières nécessaires. Il y a plein de fois où nous-mêmes on se met dans une situation de merde et on prend un gros shoot de cortisol pour pas un rond. Ok? Donc, une fois qu'on en a pris conscience, on anticipe mieux. Moi, je vous donne un exemple. Il y a eu l'époque où je faisais beaucoup d'entraînement. Je faisais des séminaires. Je me souviens d'un séminaire que j'ai donné en Suisse avec David Van Damme, Céline Gabiani, d'autres gens. Et ce jour-là, j'étais vraiment crevé. On s'était pris 8 ou 9 heures de route. Il faisait moins 1000. Une journée super remplie. Et j'ai quand même décidé de m'entraîner. Mais un truc beaucoup trop violent. Et j'aurais jamais dû faire ça. Parce que mon corps étant déjà stressé, étant déjà fatigué, j'avais pas du tout besoin de me mettre une secousse comme ça. En vrai, j'aurais fait 30 minutes de bike et j'aurais bu une bière avec les gens. Ça m'aurait sûrement plus apporté. Donc, avec l'expérience, avec le temps, quand on voit la conséquence que ça a sur les semaines ensuite qui suivent, on s'aperçoit que le management du stress est très important. Au passage, pour les gens qui sont intéressés par la performance sportive, vous performerez 10 fois mieux parce que votre corps surcompensera 10 fois mieux si vous n'avez pas un boulot stressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut devenir sportif professionnel mais qui a un boulot de merde à côté, avec une vie de famille de merde à côté, il ira toujours moins loin que quelqu'un qui est 100% dédié à sa tâche, qui n'a pas à s'inquiéter à la fin du mois sur s'il va pouvoir payer son loyer ou manger à sa faim, remplir son frigo, payer ses factures. Voilà, ça c'est un truc très important. Il y a des programmes d'entraînement qui sont complètement sabotés par une trop grosse dose de stress. Je vous explique. Vous êtes à un niveau d'entraînement, vous créez un stress qui baisse votre niveau de forme physique, sur le temps, vous surcompensez, vous êtes meilleur. Ça n'est valable que si la dose de stress est assimilable par le corps. Si votre entraînement est extrêmement stressant et que l'ensemble de votre environnement vous stresse, il n'y aura pas de surcompensation. Vous allez faire que vous enfoncer et ça merde. Revenons-en à l'épigénétique. Donc je disais, le stress fait partie des choses qui sont manageables dans l'épigénétique, enfin dont on a le besoin de manager. Si vous avez un système digestif qui est tout le temps plein de bile, qui est tout le temps plein de stress, plein de cortisol, derrière vous allez digérer n'importe comment et votre microbiote va aussi en prendre plein la gueule. Résultat des courses, ça va influencer les 98% de gènes qui disent aux 2% autres de faire ce qu'ils ont à faire, et ça va merder. Un autre exemple qui me paraît très important pour vous faire comprendre ça, c'est l'exemple du cortisol, du cholestérol. Le cholestérol, on nous a dit pendant 20 ans que ça venait des jaunes d'œufs. On nous a dit que le cholestérol, c'était dû à une alimentation animale trop grasse. Vous vous souvenez? C'est à l'époque où on vous disait qu'on devenait gras à cause du gras. Vous pouviez manger, vous pouviez boire du coca à outrance, ça posait pas de problème, hein, puisque l'ennemi pendant ces années-là, c'était le gras. Bon, aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était complètement faux, et que l'ennemi dans la frite, c'est pas vraiment l'huile, c'est plutôt la pomme de terre. Que l'ennemi dans l'alimentation, c'est pas vraiment le gras de l'entrecôte,
C'est beaucoup plus le Coca-Cola. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de la vie, on a un cholestérol qui se déclenche? Oui, alors ne commencez pas à venir me parler des enfants de 13 ans qui ont un taux de cholestérol élevé euh, pour des raisons complètement dingues. Je m'en fous là. Une exception n'infirme pas la règle. Donc ne commencez pas à venir me raconter des cas totalement improbables de maladies infantiles. Non, non, je vous parle du grand cholestérol tout public, celui qui arrive à 45, 50 balais. Mike nous explique cholestérol 70% au moins produit par le corps, pas par l'alimentation. Exactement, Mike. Pourquoi le cholestérol c'est important? Parce que c'est un précurseur des hormones sexuelles. C'est le précurseur de la progestérone, des oestrogènes, de la testostérone. Donc il vaut mieux avoir un petit peu trop de cholestérol que pas assez. Mais là où je veux en venir, c'est que comme tu le dis, 70% au moins est produit par le corps. Et donc, là où c'est magnifique, c'est qu'on vous fait croire que en prenant de l'isio 4, vous allez avoir moins de cholestérol. Alors, je vous explique. Ça vient pas de là. C'est un gène qui décide, en fait, à cet âge-là, d'agglomérer le cholestérol dans les artères, les rendant moins élastiques et créant de l'hypertension. Anecdote, il y a personne qui a une alimentation variée et riche en fruits et légumes qui a ces problèmes. L'hypertension vient de gens avec une alimentation très acide, très viandarde par exemple, sur un stress très important. Je pense pas qu'il y ait plus épigénétique que ça. Au passage, l'hypertension ou le cholestérol sont relativement bien annihilés par l'activité physique. Bah oui, parce que qu'est-ce que c'est qui permet de rendre et de garder ces artères parfaitement élastiques? Ben, les variations de tension artérielle qui se produisent à l'activité physique. Donc, comment pourrait-on prévenir le cholestérol au lieu de vendre des statines et de la margarine? Activité physique minimum 3 fois par semaine, 30 minutes par jour minimum. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en mangeant des légumes, eh bien, on n'aurait pas ce problème. Légumes et fruits, hein, évidemment. Alors, Évasion nous dit, petit point épigénétique, les conséquences épigénétiques d'un mauvais mode de vie sont transmises à la descendance. Pensez à vos futurs enfants. Très intéressant, et je vais vous donner un exemple très 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 simple. Les gremlins des écoles. Moi, je vais avoir un enfant dans pas longtemps, et j'ai vraiment très peur de le foutre à l'école, parce que moi, j'ai une femme qui a une alimentation saine, qui est équilibrée dans sa tête. Moi-même, je suis à peu près dans ce cas-là. Et on va donc avoir un enfant qui va avoir une mère qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais excessivement picolé, qui a toujours fait du sport, et un père comme moi, génétiquement, quelle chance. Et il va se retrouver dans une école à 3-4 ans avec ce que j'appelle moi des gremlins. C'est-à-dire des parents, des enfants de parents qui ont mangé absolument que de la merde, des femmes qui, enceintes, ont bouffé des quantités astronomiques d'aliments de merde, hein, parce que tu comprends, elles étaient enceintes. Et donc, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène, le syndrome d'hyperactivité aiguë. Alors, accrochez-vous parce que celui-là, il est pas mal. Dans le fœtus, à chaque fois que la mère mange un sucre transformé, il y a un pic d'insuline violent qui se produit. Et
le fœtus prend une décharge de système nerveux. Résultat des courses, ça donne des enfants avec des systèmes nerveux de timbrés qui font qu'en fait ce ne sont plus des enfants, mais des gremlins. Et les gens se disent, je comprends pas, mon fils il arrive pas à se concentrer, mon fils il est hyperactif. Ton fils il est pas hyperactif. Ton fils il paye ta connerie. Ton fils c'est juste, bon déjà de base mal élevé, mais ton fils a un problème d'hyperactivité parce que toi, tu as fait absolument n'importe quoi dans ta grossesse, parce que pour une fois que, comme 90% de la population, tu as des problèmes avec l'alimentation, et donc tu as profité de ta grossesse pour bouffer toutes les merdes que tu as trouvées en disant « Ah ça va, je suis enceinte ». Sans aucune conscience de l'impact sur le système nerveux du fœtus. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me payez 11 000 € par mois pour surveiller des enfants en crèche, je n'y vais pas, parce que je vais en tuer la moitié et finir en prison. Voilà. Évidemment, mon propos pour tous les bobos gauchos enculés sera très mal vu, et on va venir interpréter de la mauvaise manière ce que j'ai dit. Mais ça ne me dérange pas, vous ne pouvez pas argumenter l'inverse de ce que je vous dis. Toutes les études le montrent, le syndrome d'hyperactivité aiguë est très fortement lié à l'alimentation de merde industrielle. Multiplié par le facteur « je suis une connasse enceinte, donc je mange absolument n'importe quoi ». Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Quand on n'a déjà aucune conscience de son propre corps et aucun respect pour son enveloppe physique, évidemment, ça peut pas donner un enfant normal, hein. Donc, pour tous ceux qui commentent, oui, les conséquences de l'épigénétique sur l'enfant, ça en vient là, carrément. On en est là, en fait. C'est quand même très très grave. L'influence de votre mode de vie là-dessus. Ça concerne aussi les hommes, pas que les femmes enceintes. Alors, Évasion, je vais être très honnête avec toi. Ouais, mais alors clairement pas dans la même proportion. Parce que je te donne mon exemple. Moi, j'ai mis la graine, mais par contre, derrière, je l'ai pas portée. Donc, c'est vrai que c'est mieux de mettre une graine de bonne qualité. Sincèrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, si ma femme, pendant 9 mois, décide de manger n'importe quoi, d'avoir une vie de merde et de fumer, tu peux que t'imaginer que moi, le bébé est dans son ventre. Si moi je mange des Kinder Bueno pendant qu'elle est enceinte, ça va pas du tout avoir le même impact sur le fœtus que si c'est elle qui les mange. Donc, ça concerne aussi les hommes. On peut pas parler de la même proportion du tout. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça concerne un peu les hommes. Autre chapitre, donc, sur l'épigénétique. En quoi ça m'intéresse? Eh ben, ça m'intéresse parce que moi, par exemple, j'ai été un grand allergique. Toute ma vie, j'ai été chargé à l'Aerius. Bon, c'est un peu pour les enfants, l'Aerius. Donc moi, là, j'en étais arrivé à 2 cétirizines par jour. Avec toujours un nez qui respire plus, etc., etc., etc. Puis, mon corps a complètement explosé. J'ai fait un burn-out physique à 29 ans. Et j'ai commencé à me remettre un peu en question sur mon alimentation. Et là, on va en arriver au chapitre gluten. Je ne suis pas un pro du sans gluten, mais à une époque, j'en mangeais quand même vraiment beaucoup. Le bon français, une baguette de pain par jour, des pâtes à plus en pouvoir, etc., etc. Pour être honnête, j'ai d'abord fait une cure de désintoxication. Donc j'ai bouffé du sans gluten pendant 3-4 mois. Et du jour au lendemain,
J'ai arrêté d'avoir des pellicules. J'ai arrêté d'avoir des boutons. J'ai arrêté d'avoir le nez plein 24 heures sur 24. Je me suis nettoyé. Par-dessus ça, un protocole de cardio où je ne respirais que par le nez tous les matins, mais avec un paquet de mouchoirs à côté parce que je vous laisse même pas imaginer ce qui descendait. Par-dessus un petit nettoyage à l'eau de Quinton pendant quelques mois. Et aujourd'hui, je respire quand même beaucoup mieux. Au passage, je me suis fait opérer des cornets. Parce que je avais tellement pris de cortisone que j'avais des cornets qui avaient gonflé dedans, qui obstruaient tout. Bon, un carnage. Aujourd'hui, je me rends compte, je suis en déplacement, je mange n'importe quoi pendant 3 jours. Bam! Crise d'allergie. C'est réglé. J'ai envie de me faire plaisir, je vais au supermarché. Je m'achète un paquet de Frosties. Bam! Je redeviens allergique à tout ce qui passe. C'est réglé comme du papier à musique. Donc, les allergies, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une réponse du système immunitaire qui s'inflamme. Et qui s'inflamme, en fait, un peu contre votre propre corps. Soit dit en passant. Qu'est-ce qu'il y a de plus épigénétique que les allergies? Pas grand-chose. Et en fait, au lieu de me gaver de cachetons pendant des années, il a suffi que j'atteigne un point de non-retour digestif qui a fait que j'ai carrément explosé complètement et que j'ai dû me remettre en question totalement. Mais si on m'avait expliqué avant que je pouvais régler ces problèmes-là en modulant mon alimentation, j'aurais vraiment apprécié. Parce que je me serais quand même vachement moins saccagé avec tous ces anti-histaminiques. Pour les durs à cuire de l'orthographe. C'est très très important à comprendre. Un autre facteur très important de l'épigénétique pour vous montrer à quel point c'est grave comme problème, le lait maternel. Alors pendant 30 ans, Nestlé a expliqué, les meufs, arrêtez de vous défoncer les seins, ça sert à rien, nous on a fait du lait en poudre, te casse pas la tête, c'est comme le lait maternel. Résultat des courses, 30 ans après, on a la génération avec le système immunitaire le plus faible de tous les temps. Ce qui entraîne aussi des phénomènes d'allergie et d'intolérance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait de vous un super-héros de la nature, c'est le microbiote. Votre microbiote, il faut savoir que 95% des maladies que vous chopez, ça se passe par le microbiote qui est faible. Donc, si vous avez un microbiote de titan, les maladies se font manger par le microbiote avant même d'arriver. Affaire classée. Problème. Comment se transmet le microbiote? L'allaitement. Donc, si t'allaites pas, le petit sort du ventre avec un peu de microbiote, mais il est censé finir le développement de son microbiote parce que jusqu'à présent, il mangeait pas. Hein. Jusqu'à présent, je vous rappelle, il est dans le fœtus, ça passe par un cordon ombilical. Donc niveau digestif, il se passe pas grand-chose au niveau du trajet digestif du corps humain. Il sort. Et là, il a besoin de développer son microbiote. Et là, vous lui donnez du lait concentré de laboratoire. Résultat des courses, le microbiote qui est contenu dans le lait maternel n'est pas transmis dans l'enfant. L'enfant développe mal son microbiote. Attention, j'ai un scoop. Le microbiote se développe jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, on a le microbiote qu'on a. Donc, encore une fois, le lait maternel est un exemple de catastrophe humanitaire à l'échelle mondiale sur la fragilité et l'expression épigénétique du génome humain. C'est une catastrophe interplanétaire.
Puisque ça a donné une génération de mecs au microbiote fragile, qui ont ensuite été soumis à leur environnement, qu'on a gavé de médocs parce qu'ils sont tombés malades, ce qui influence aussi votre épigénétique, dans une société où on a prôné l'alimentation industrielle, ce qui influence aussi votre épigénétique, et puis moi j'arrive et voilà. Est-ce que vous voyez l'énormité du sujet que je suis en train de traiter? Mettez un pouce ou un oui en commentaire que je vois que vous captez. Oui, Julie Perrin, microbiote transmis dans l'accouchement par voie naturelle grâce aux sécrétions vaginales. Encore une fois, là tu parles d'une toute petite partie du microbiote, et alors, évidemment, je te laisse regarder en 2020 la quantité de césariennes versus la quantité d'accouchement par voie naturelle. Et là, tu comprends que j'ai encore une fois complètement raison. Puisque moi, j'ai pas mal de copines qui ont accouché cette année, j'en ai quand même très peu qui se sont pas fait charcuter. En général, elles arrivent, ah non, écoutez, ça va être plus simple en césarienne, allongez-vous, bim bam. Voilà. Maintenant, on ne discute quasiment même plus. Ouais, c'est césarienne, ça évite les complications. Donc on pourrait étendre, pour les passionnés de posturologie, aux réflexes archaïques, qui ne vont donc pas pouvoir se libérer pendant la sortie de la tête par l'accouchement naturel, et qui donc vont rester des problèmes posturologiques pendant des années jusqu'à ce qu'on les détecte et qu'on les règle. Et donc oui, par voie de césarienne, carrément, comme je suis en train de te l'expliquer, là le microbiote, eh ben il va bien se faire enculer, parce que tu comprends, le médecin, lui, sa priorité, c'est pas forcément ton gosse, c'est pas forcément qu'il vieillisse bien dans des bonnes conditions posturologiques avec un microbiote décent. Lui, c'est surtout qu'il faut que... Il a 40 minutes pour t'accoucher, en fait, si on a une autre qui arrive derrière. Et ce serait vachement bien que t'aies pas de complications. Ça éviterait que ça coûte de l'argent à l'hôpital et que tu portes plainte contre lui. Donc ce qu'il arrive, c'est qu'il te met un coup de scalpel, il sort le bébé, merci, salut. Donc, tout ça... Tout ça vous montre les problématiques. L'important, c'est d'en prendre conscience. Puisque, à partir de maintenant, vous savez que de bonnes habitudes peuvent influencer de manière positive vos gènes. Alors, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Audrey. C'est vrai qu'on a des morphologies différentes, je suis complètement d'accord avec ça, je suis le premier à le dire, il y a des morphotypes, on n'est pas tous égaux, je suis d'accord. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même une partie de soi qu'on peut maîtriser. Je vous donne un exemple très simple. Dans ma famille, on n'est pas des très grands entrepreneurs. On n'a pas forcément le goût du risque et de l'aventure. Moi, j'ai décidé que j'aurais une vie différente et je me suis construit une nouvelle vie. Ça, c'est une part de décision, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai à peu près réussi ce que je voulais faire. Au niveau physique et sportif, j'ai été malade, j'ai eu les salmonelles quand j'avais 3 ans, j'ai failli canner, j'ai passé 6 mois sous antibiotiques, où ma mère dormait avec moi tous les soirs parce qu'elle avait peur que je me réveille pas. Donc au niveau digestif, il y a plus rien, il y a plus personne. Enfant très chétif, enfant très maigrichon, très très raide, la peau sur les os. J'avais tellement la peau sur les os que j'ai pas pu apprendre à nager en sixième, en piscine, en CP. Parce qu'en fait, quand tu me mettais 5 minutes dans l'eau chaude de la piscine, mes lèvres devenaient bleues, j'étais complètement frigorifié, donc j'allais passer 45 minutes dans la douche. J'étais pas vraiment destiné à faire 1m85 pour 90 kilos quand je m'entraîne correctement, squatter 200 kilos, arracher plus de 120, et avoir les performances que j'ai pu avoir à une époque. C'était pas vraiment écrit, en fait. Quand on me voyait jeune, on se disait pas, ouais, lui, ça va devenir une machine de guerre. Non. Non, pas vraiment. Hein. Et au passage, quand on voyait mon milieu social, on se disait pas, ce mec-là, il va finir, il pourra s'acheter un Jeep Wrangler content. Non, c'est pas vraiment mon milieu social au départ. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour
2021, et ça commence maintenant en fait, vous avez le pouvoir d'agir sur ce que vous êtes bien plus que ce que vous vous laissez croire. Et vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans votre environnement. Par quoi ça va passer de prendre le contrôle de ces facteurs épigénétiques? Premièrement, ça va être comprendre que tout ce qui n'est pas naturel et tout ce qui n'a pas suivi l'évolution ou guidé l'évolution de notre corps depuis des millions d'années, faut s'en éloigner. Au niveau alimentaire, par exemple, la compote de pommes pote, elle est mignonne. J'analyse la pub où ils vous disent que c'est des fruits. Non. Une pomme, ça pousse sur un arbre. Ça, c'est un fruit. Une pomme pote, je connais pas d'arbre à pomme pote. Donc, ça marche pas. Le fromage de chèvre que vous achetez à un producteur local, il est fait avec des chèvres non stéroïdées du producteur local, légèrement fermenté. Je crois qu'on fait du fromage de chèvre depuis des milliers d'années. Je pense pas que ça pose de problème. Par contre, le fromage à 0% de Danone, ça par contre, c'est vraiment pas naturel. Parce que du fromage à 0%, ça n'existe pas. Et si on a enlevé 3% de si on a enlevé 20% de matière grasse, c'est-à-dire 3 ou 4 grammes sur 100 grammes, on a dû le remplacer par un produit de merde, sinon la texture c'est de l'eau. Donc, c'est à fuir. Je sais pas, je peux étendre, mais en gros, tout ce qui va être industriel transformé, c'est à bannir. Alors, c'est à bannir. Loin de moi l'envie de faire de vous des nazis de l'alimentation. Je sais pas ceux qui connaissent Carl's Jr., mais ce midi, j'ai mangé Carl's Jr. Et je me suis régalé. Des frites, un avocado bacon, une bonne bouffe industrielle comme on n'en fait pas souvent. Je me suis régalé. Mais, en toute honnêteté, ça ne représente pas un phénomène habituel. J'ai la chance d'avoir Karine qui me fait une très bonne alimentation. Voilà. Donc c'est pas parce que vous mangez un Kinder Bueno de temps en temps que tout de suite votre génome va partir complètement en couille. Hein. Soyons clairs. Mais il faut que vous ayez une routine de bonnes habitudes. Ensuite, ça c'est ce que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler d'autre? Le sommeil. Votre sommeil, la qualité de votre sommeil, votre temps de sommeil, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en main puisque c'est pendant ce temps-là que votre système nerveux est complètement au repos. Donc il faut éviter les variations d'heures de réveil et de coucher. Il faut dormir en assez grande quantité. Il y en a 6 heures, ça leur suffit. Il y en a, il leur faut 10 heures. Moi je suis plutôt team 10 heures, hein, personnellement. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Un autre truc aussi qu'on prend pas assez en compte, c'est l'influence de notre environnement social. En fait, on s'influence. Il y a des gens qui sont là, et rien que leur présence vous fait du bien. Et donc, baisse votre niveau d'anxiété, et donc, diminue la production de cortisol. Je répète, c'est pas le stress qui fait augmenter le cortisol de manière directe, c'est le cortisol qui est une réponse au stress pour faire diminuer ce stress. On est d'accord. Je vous disais donc, il y a des gens qui vous apaisent naturellement, il y a des gens qui vous énervent naturellement. Plus vous passez de temps dans un environnement qui vous stresse, avec des personnes qui vous stressent, des gens négatifs, etc., ça va jouer sur l'influence de vos gènes. Et vous allez vieillir plus vite, vous allez avoir des idées plus noires, vous allez avoir un corps qui contient plus de cortisol, et ça va moins bien se passer. Donc, vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, et n'en déplaise à certains, vous feriez mieux de faire un tri. Très important. Les gens qui restent en couple
parce qu'ils ont peur d'être seuls, alors que chez eux c'est complètement Bagdad, vous feriez peut-être mieux de vous séparer, par exemple. Les gens qui sont profondément négatifs et qui vont se faire jarter d'un groupe dans pas longtemps, vous devriez peut-être vous remettre en question. Est-ce que vous êtes au sein d'un groupe, au sein d'un couple, la meilleure influence possible pour l'autre? Oui, non. Est-ce que l'autre ou les autres sont les meilleures influences possibles pour moi? Oui, non. Je suis pas en train de dire à tous les gens en couple de se séparer, hein. Pas du tout ce que j'ai dit. Mais il faut quand même savoir se poser des questions. Moi, j'ai passé 3 ans avec quelqu'un de profondément néfaste. Voilà. Cette personne me considérait comme extrêmement stressé tout le temps. Non, j'étais pas stressé. J'étais avec quelqu'un qui faisait que je m'apaisais jamais, surtout. Ma vie est d'un chill de ouf depuis maintenant plusieurs mois, parce que j'ai quelqu'un qui participe à cette chillance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui sont mieux seuls. Et il y a des gens qui seraient vachement mieux seuls et qui veulent absolument se mettre en couple. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à se mettre à rester seuls. Voilà. Parce que vouloir se mettre en couple à tout prix et pour être avec quelqu'un qui vous pollue la vie, ce que j'avais dans une discussion avec quelqu'un qu'on parlait de relations toxiques, c'est des relations qui vous font vieillir 1000 fois plus vite. Mais des relations toxiques, vous en avez en couple et vous en avez dans le boulot. Vous en avez dans la hiérarchie, vous en avez dans vos amitiés. J'en ai aucune idée, mais après ce que tu viens de dire, les compléments alimentaires provoquent donc une multitude de problèmes. Comme c'est industriel, une habitude de consommation. Alors, Adrien, je vais te répondre au sujet des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est Bagdad. Il y a tout, il y a rien. T'as des compléments alimentaires à 5 balles qui coûtent absolument rien, complètement industriels, complètement minéraux et que tu n'absorberas pas. Et puis tu as des compléments alimentaires, je pense à des marques comme La Royale ou d'autres marques qui font des compléments alimentaires totalement naturels. Je te conseille une supplémentation en compléments alimentaires pour une raison très simple. Tu iras voir sur Google, mais en gros, une orange en 1970 contenait 70 fois plus 70% de plus de vitamine C qu'aujourd'hui. Donc ton alimentation faite dans des sols qui sont surexploités est une catastrophe, surtout au niveau des micronutriments. Donc les compléments alimentaires sont sont un aspect très important en épigénétique pour influencer correctement vos gènes. Le problème, c'est que ça a un coût. Ça a un coût parce que les bonnes marques, ça n'est clairement pas donné. Mais est-ce que la vie a un coût moins élevé que les compléments alimentaires? Je ne sais pas, à vous de vous poser les questions. Moi, je suis quelqu'un qui prend des compléments alimentaires. La liste est relativement simple. Je prends du maca, du tribulus parce que je suis un homme et un extrait de glande bovine pour un extrait de glande surrénale. Voilà, pour réactiver ma glande surrénale due à de forts stress il y a quelques années. Ça fonctionne très bien. Alors, Jeff197, mon ami, arrive et me dit « Mangez bio avant les compléments ». Oui, mais non. Parce que l'alimentation bio, grâce à Christine Lagarde, peut maintenant contenir jusqu'à 10% d'alimentation absolument pas bio. Voilà. Et que le bio, c'est évidemment bien meilleur que le totalement industriel. Nous sommes d'accord. Mais je ne considérerais pas que le bio aujourd'hui est à la hauteur nutritive des aliments d'il y a une quarantaine d'années. Donc même bio, je vous conseille de prendre des aliments. Voilà. Le vrai bio, Stéphanie nous demande, le vrai bio, point d'interrogation, le vrai bio n'existe pas. Le vrai bio n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis désolé de vous dire. Les semences ont été achetées
par les groupes à la Monsanto il y a une cinquantaine d'années. Donc des semences, au passage maintenant il y a un cahier où il y a des semences qui sont autorisées ou pas, hein. Mais ouais, carrément maintenant les grandes entreprises et les gouvernements ont décidé de choisir qu'il y a des semences que vous pouvez planter et pas d'autres. Je sais pas si vous en arrivez là. Le seul truc qui est bio, c'est le chêne ou les arbres qu'on allait découper sur notre stage de bivouac il y a 3 jours. Eux, ils ont pas vu d'humain depuis 60 ans, puisque 80 ans, parce qu'il faudrait que je me dise qu'on est plus en 2000 qu'on est en 2020. Donc ça fait voilà, ça fait 80 ans qu'ils ont pas vu d'humain. Le seul truc qu'ils ont vu, c'est des moutons et des chèvres. Donc voilà, ces arbres là-bas sont complètement bio, hein. Lolo nous dit les sols prennent aussi leurs nutriments les sols prennent aussi les nutriments du sol, donc nappe phréatique. Et d'où vient l'eau? D'où vient l'eau? L'eau vient de la surface étant complètement polluée. Bref, c'est un terme sans vain. Voilà, interdit d'utiliser des vieilles races de légumes, c'est le cahier des charges de Monsanto, tout à fait. Les graines cocopelli, mais elles sont interdites car c'est dangereux pour l'homme. Oui, voilà, entre autres. Donc vous devez comprendre qu'aujourd'hui la nature et l'agriculture sont gérées par des normes Monsanto. C'est absolument magnifique. Lolo nous dit les médicaments que nous consommons se retrouvent dans nos eaux usées qui sont traitées. Totalement raison. On a même eu des cas où l'eau courante n'est plus devenue potable tellement on a retrouvé de substances médicamenteuses dedans. Vous imaginez la Mongolie, la Mongolerie. Je vais arrêter d'utiliser le terme Mongolie parce que j'ai un profond respect pour Gengis Khan et ce peuple incroyable. Donc je ne dirai plus jamais la Mongolie, mais c'est la Mongolerie. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on en soit à un niveau de pollution aussi énormissime. C'est incroyable. Donc voilà, le bio, on pourrait en parler pendant une vie. Je pourrais faire un live sur le bio, mais on va pas le faire. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a certains gènes du 98% des caractères épigénétiques de votre génome qui vont être influencés par certaines vitamines, par certains micronutriments, certains minéraux. Ça va permettre d'acétyler plus ou moins, ou de méthyler plus ou moins l'expression de certains gènes, et donc c'est très important. Gibbs nous demande en complément alimentaire, la spiruline ça donne quoi? Ça donne un truc toxique au-delà de 15 jours dans le foie, parce que c'est un truc issu de la mer. Donc une cure de spiruline de plus 15 jours a des effets plutôt néfastes qu'autre chose. La spiruline en disant ouais mais tu comprends c'est plein de protéines, il faudrait pour avoir un apport de protéines intéressant avec la spiruline en consommer à peu près 100 grammes par jour, ce qui n'arrivera pas parce que tu seras mort le jour où tu auras bouffé 100 grammes de spiruline dans la journée. Donc voilà, la spiruline pour ou contre, moi j'ai des gens qui trouvent ça absolument génial, moi j'en ai pris, ça ne m'a absolument rien fait. Je ne suis pas une autorité pour te dire que la spiruline c'est de la merde, je te donne juste des faits qui sont factuels. Donc si toi tu trouves un intérêt à prendre de la spiruline, mon ami, régale-toi. L'important c'est de se faire du bien et les compléments alimentaires qui me fonctionnent pour moi ne sont pas ceux qui fonctionneront pour toi. Mais de manière générale, certains compléments alimentaires sont très intéressants et je suis obligé de dire que sans tomber dans l'alimentation en poudre et le tout complément alimentaire, dans cette logique épigénétique de l'expression de nos gènes, si l'alimentation a un aussi fort impact, tu comprends bien qu'une complémentation, une supplémentation en complément alimentaire nécessaire et de haute qualité ne peut être qu'un plus. Lolo nous dit la seule chose de bien pour le bio, c'est que le temps pour les poules passait dehors et donc du coup elles ont moins été enfermées, bénéficient du soleil de l'extérieur. Bien sûr, ça nous fait rebondir sur le soleil.
Le soleil a une influence absolument gigantesque sur l'expression de vos gènes, au point que carrément, quand vous en prenez trop, vous faites un cancer. Et d'un autre côté, si vous n'avez pas le soleil, vous mourrez. Donc là aussi, le soleil, l'ensoleillement est extrêmement important, au même titre que la qualité de l'air que vous respirez, etc., etc. Est-ce que le jeûne intermittent a un intérêt réel? Alors oui, le jeûne intermittent a un intérêt réel, même si c'est hors sujet, je vais quand même te répondre. J'ai fait un live sur le jeûne intermittent, je te conseille d'aller le voir. Mais le jeûne intermittent est intéressant pour moi par période. C'est-à-dire que, encore une fois, par rapport à cette recherche d'optimisation épigénétique, le fait de faire du jeûne pendant une période permet de complètement vider le surplus de merde que tu as dans le tube digestif, et c'est très intéressant. Moi-même, par exemple, le matin, j'ai pas faim du tout. Donc le jeûne intermittent me plaît bien, je le fais pendant 2-3 mois, puis d'un coup le matin je commence à avoir très très faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que enfin mon système digestif a réussi à évacuer tout ce qu'il avait à évacuer dans la nuit, donc le matin j'ai faim. Avoir faim le matin, c'est une sensation normale. Donc si vous n'avez pas faim le matin, c'est simplement parce que votre tube digestif ne travaille pas assez bien et assez vite pour éliminer ce que vous avez bouffé la veille, ou l'avant-veille, ou la suravant-veille, ou effet cumulatif des merdes qui se stockent dans votre ventre. Donc je conseille que pendant une période, le jeûne intermittent est une très bonne chose. Le jeûne intermittent au sein de la journée, au sein de la semaine, ou carrément le jeûne régulier au sein du mois. Oui, il y a plein de gens qui se maintiennent. On a un client sur The Tribe qui a à peu près 70 ans, un cancer de la vessie et il ne veut pas se faire opérer. Et cet homme se maintient en faisant des jeûnes de 3 semaines tous les 5-6 mois. Et ses analyses de santé ne se dégradent pas. Donc ça prouve violemment l'influence du jeûne sur les caractères épigénétiques et l'expression de certaines maladies. Les compléments alimentaires, Valentin demande: que penses-tu de ceux qui les font qu'avec des végétaux, comme une marque française qui met l'accent dessus? En vrai, j'en sais rien, mais de toute façon, les compléments alimentaires, dans 90% des cas, ça vient des végétaux. Et ce qu'il va falloir surtout regarder, c'est la concentration. Parce que en termes de tarifs, on vous vend tout et n'importe quoi. Un complément alimentaire, faut qu'il soit méga balèzement concentré. Évidemment, ça coûte un peu plus cher. Et il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas d'excipient avec. Quand tu prends 750 grammes de maca, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas 300 mg de merde avec. Voilà, 750 mg. Hein. Je crois que j'ai fourché. Mais voilà, 750 mg de maca, qu'on peut doser d'ailleurs jusqu'à 1500 mg. Faut faire attention qu'il y ait bien que ça et rien d'autre. Victor nous dit: les produits laitiers ont-ils un intérêt pour l'humain, puisque naturellement on n'est pas censé pouvoir en consommer sans agriculture? Blague, Victor, c'est une blague ce que tu me racontes. C'est une blague. Dans ce cas-là, tu dois pas bouffer de blé non plus, parce que t'es pas du tout censé en manger sans l'agriculture. Je sais pas si t'es déjà allé te balader dans les bois, mais il y a pas de champ de blé. En fait, le riz non plus. C'est un peu comme ouais, ben moi je vais pas manger de salade parce que je ne suis pas une tortue. Voilà. On en est à peu près à ce niveau d'argumentaire. Moi demain, je suis dans la forêt, je suis tout seul, et je vois une maman vache avec un bébé vache. Si je peux l'attacher pour lui niquer son lait, je vais le boire. Donc je devrais pas manger ça parce que dans la nature, je suis absolument pas d'accord avec cet argument. Je suis bien sûr conscient que le lait industriel actuel contient plus de colle et de merde que toute autre chose. Je suis parfaitement conscient que pour obtenir du lait, on torture des animaux à plus en pouvoir. On leur vole leur enfant pour leur voler leur lait. Je suis totalement conscient des drames. Mais par contre, tu peux argumenter le fait que le lait, ça soit pas ouf pour plein de raisons. Mais alors tu peux pas argumenter que le lait, c'est pas bon pour l'humain, parce que tu comprends, dans la nature, on devrait pas en avoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis même sûr
qu'on a d'abord attaché des animaux pour leur voler leur lait, avant de comprendre qu'on pouvait mettre une graine dans la terre et qu'elle poussait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des traces d'élevage qui remontent à bien avant des traces de la première agriculture. Je te laisse méditer là-dessus, mais moi j'ai vécu 10 ans tous les étés, toutes les vacances dans les Alpes de Haute-Provence, et on allait acheter notre fromage dans une fromagerie qui était faite dans l'arrière-pays de l'arrière-village, de l'arrière-campagne, et le mec faisait ses fromages de chèvre tout seul, et je peux t'assurer un truc, c'est que on n'a jamais été malade, et j'ai jamais eu d'allergie à cause de ce genre de truc, donc top produit. Les issus des végétaux, tu en penses quoi? Damien, tu es coach, et je suis désolé de te dire que tu peux pas dire une bêtise pareille, mon ami, avec tout mon respect. Il n'y a pas de lait issu des végétaux. C'est complètement faux. Le lait d'amande n'existe pas, le lait de riz n'existe pas. Tout ça, c'est faux. Il n'y a pas de lait dedans. Hein. C'est de l'eau avec de l'arôme. Et c'est encore... D'ailleurs, ils n'ont plus le droit d'appeler ça du lait. C'est l'un des seuls trucs que le lobby alimentaire a fait de bien, c'est qu'il a remis une définition à sa place. Il n'y a pas de lait végétal, ça n'existe pas en fait. Un lait d'amande, c'est du lait, c'est de l'eau, de l'arôme amande, du sucre. Donc sortez-vous tout de suite l'idée que le lait de riz est du lait, le lait d'amande et du lait, tout ça, ce sont des boissons agroalimentaires à vomir. Là, vous parliez de produits de merde qui nous donnent bonne conscience. Le lait de riz, le lait d'amande, vous êtes au même niveau que le yaourt 0%. C'est une abomination du XXe siècle. J'espère que on est bien cadré. Voilà. Au moins, c'est fait. L'autre truc qui vous atomise épigénétiquement, pour reprendre ce que disait Victor, c'est la surconsommation de lait écrémé ou demi-écrémé par rapport au lait entier. Je répète, si on écrème, on enlève le gras. On enlève le gras, on enlève les vitamines. Donc on boit du lait. Avec toute la merde dedans, tous les radicaux libres. Mais pas les radicaux libres. C'est une catastrophe. Alors, Audrey demande, mais tu bois quoi? Ben, tu bois du lait ou tu bois autre chose? Mais tu bois pas un truc qui te fait croire que c'est du lait, alors que c'est de la merde. C'est un peu comme quand tu me demandes, ouais, mais le Coca Zéro, est-ce que ça passe? Ben, non, en fait. Le Coca Zéro, ça passe pas. Ouais, mais bon, c'est quand même du Coca, tu vois, mais sans le sucre, quoi. Oui, mais ça reste la même merde. Voire c'est pire. Donc, si vous devez boire du lait, buvez du lait entier comme des cow-boys. Assumez de le prendre avec des origines un peu mieux. Et n'oubliez pas que, en fonction de votre corps et de sa réaction, il va falloir plus ou moins le limiter. Il y a des gens qui vont boire du lait une fois par semaine, ils vont jamais le sentir de leur vie. Il y en a, ils vont en boire une fois par semaine, ça va les massacrer. Voilà, ça c'est vraiment soumis à chacun. Je rappelle, épigénétique, personne n'a le même code génétique. Personne n'a le même code génétique. Donc ma sœur était totalement intolérante au lait de vache quand elle était petite, mais par contre elle pouvait boire du lait de chèvre. Quel est le rapport? Si c'est pas génétique, pourquoi elle peut digérer du lait de chèvre et pas du lait de vache? Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y en a c'est des problèmes de lactose, il y en a c'est des problèmes de protéines, il y en a des proportions de certains acides aminés. Tout ça c'est trop compliqué. Essayez sur vous. Mais par contre, ne croyez pas qu'en buvant du lait d'amande, vous buvez du lait. C'est juste ça que je veux dire. Rudy nous dit, le meilleur lait c'est quoi, le lait de chèvre? J'en ai aucune idée mon Rudy. Franchement, en toute honnêteté, j'en ai aucune idée. Celui qui te fait le moins mal. Bois pendant une semaine du lait de chèvre. Si tu vois que t'es moins fatigué que quand tu bois du lait de vache pendant une semaine, eh ben le lait de chèvre il est meilleur pour toi. Moi je peux pas dire à quelqu'un par contre si c'est meilleur pour lui ou l'autre. Carlito dit, quel est ton avis sur la whey? On part loin là les amis. On s'écarte du sujet mais je vais quand même répondre. La whey. J'en ai pris pendant longtemps.
c'est acidifiant. On va pas se cacher, c'est de la protéine animale. C'est acidifiant. Si à côté, tu as un rythme de vie relativement basifiant, calme, ou que tu as des procédés de récupération, je te dirais que ça peut passer. Mais encore une fois, si tu augmentes ta dose de quelque chose d'acidifiant, il faut que tu augmentes ta dose de choses basifiantes. Donc la récupération, les légumes, etc., etc., etc. Mais d'une autre manière, tout dépend d'où vient la whey. Encore une fois, tout dépend du lait, d'où elle vient. Donc il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, etc., etc. Audrey dit le lait de vache c'est pour les veaux. Non, toi tu n'as pas du tout écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, Audrey. Avec tout mon respect, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Les carottes c'est pour les lapins donc. Et puis la laitue, c'est pour les tortues. Le discours le lait de vache c'est pour les veaux, ça veut rien dire. C'est le poisson c'est pour les chats. Et le miel c'est pour les ours. C'est complètement con. C'est le discours des pro-véganes anti-animal qui disent qu'en fait, vous savez la nouvelle après les Black Lives Matter, là maintenant les Black Lives Matter, il y a un courant Black Lives Matter mais vegan qui est devenu un courant qui vous explique qu'en fait avoir des ruches, c'est exploiter la richesse des abeilles et c'est injuste. Donc c'est complètement con de dire ça. Ouais, mais alors le miel c'est pour les abeilles. Bah non, le miel c'est pas pour les abeilles. Le miel en fait est produit en excédent par les abeilles. Donc en fait on leur prend juste l'excédent, on le mange. Et c'est d'ailleurs la meilleure nourriture qu'on puisse trouver. Un peu comme la gelée royale d'ailleurs. On parle des abeilles, c'est d'ailleurs l'image la meilleure pour comprendre l'épigénétique. Toutes les abeilles sont les mêmes. Toutes. Absolument toutes. C'est le même fœtus. Sauf qu'il y en a une qui mange de la gelée royale et ça devient une reine. Donc, le lait c'est pour les veaux. Encore une fois, cette phrase, il faut complètement l'arrêter, en fait. C'est complètement con. La sodomie, c'est pour les homos. On en est là, quoi. Ouais, je sais que celle-là, elle va vous plaire. Hein. Je sais que celle-là, elle était borderline. Mais c'est exactement ça. C'est un anathème complètement con. Le lait c'est pour les veaux, le sport c'est pour les riches. Je suis désolé de vous dire, mais non. Non. Je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on trouve des traces d'animaux mis en élevage bien avant les traces de l'agriculture. Donc je peux vous assurer qu'on a d'abord bu du lait avant d'avoir fait des champs de blé en fait. Donc je suis désolé de vous dire ça, mais encore une fois, Clément physio-coach, la voix de la sagesse, dit la dose fait le poison. Et il a entièrement raison. Et une dose qui va être le poison pour certains ne va pas l'être pour d'autres. C'est pour ça que je ne suis pas venu ce soir vous dire quel bon comportement avoir. Je vous invite juste à prendre conscience de l'influence de tous ces facteurs sur l'expression de vos gènes et donc sur votre santé, par extension, sur votre vieillissement. Voilà, terminé pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis des idées dans la tête. Pour ceux qui me demandent, parce que j'ai ouvert des questions aujourd'hui, et donc j'ai eu des questions dans tous les sens, alors je vais profiter de ce petit live pour vous expliquer. Déjà, merci de votre intérêt pour We Are Rugged, notre nouveau concept de préparation bushcraft, initiation survie et j'en passe. Le staff, on a la chance d'avoir donc Steven Dupuis, un ancien chef de groupe commando de l'armée de terre, premier régiment d'infanterie, groupe commando d'investigation, un mec qui sait vivre à la campagne comme on dit, Orlan, ancien du 3e RPIMA qui vont être le staff. Moi je me forme au maximum tout l'hiver pour être juste assistant. Ce qui permettra de vraiment avoir des stages avec des parties pratiques où on sera par petits groupes de 5. Enfin, ça va être la folie. Notre site internet arrive aux alentours du 7 décembre. Donc, on va vous annoncer la date du premier stage le 7 décembre. Le premier stage sera la dernière semaine de janvier.
Pourquoi? Ben parce qu'on déconfine. Alors il va faire un peu froid et on n'ira peut-être pas à la Mel, mais ce week-end et le week-end prochain, je vais aller repérer des endroits dans la zone Var, à côté de chez moi, pour vous emmener dans des endroits qui sont complètement dépaysants et qui sont voilà à la hauteur de ce qu'on a pu voir pour faire notre premier stage bivouac, donc limité à 15 places. Et ensuite, on verra comment ça évolue. Vous pouvez venir si vous voulez apprendre. Vous pouvez venir si vous avez déjà des connaissances et que vous voulez juste passer un week-end à avoir des méga discussions au coin du feu et vous faire plaisir. Voilà. Donc on a pris moins 15 degrés il y a une semaine dans mon terrain fétiche dans les Alpes de Haute-Provence. Je pense que fin février, on va se prendre là-haut un moins 30 à moins 35. Donc on va rester sur le Var et faut que vous vous prépariez du matos pour du moins 10 à peu près. Ça sera ok. On vous prêtera absolument tout, sauf vos équipements personnels. Ce que j'appelle équipement personnel, c'est sac à dos, sac de couchage et vêtements. Tout ce qui est nécessaire pour se faire une fêtière, nécessaire pour faire du feu, nécessaire pour faire des nœuds, c'est moi qui m'en occupe. Et voilà, ce sera compris dans le prix du stage. Mais vous pouvez vous équiper vous-même, puisque le but à terme, c'est quand même de créer des gens autonomes. Et donc, bah, évidemment, il faut qu'à la sortie du stage, vous soyez autonome et ça passera aussi par votre matériel. D'accord? On est en train de vous préparer des vidéos de ouf du stage qu'on a fait, etc., etc., etc. Donc ça, c'était sur We Are Rugged pour voilà. Donc il y aura des niveaux qui montent crescendo. On aura largement le temps de vous en reparler. D'ailleurs, j'espère que le live de 3 heures sur le sujet, ça vous a plu, parce que nous, on s'est marré de ouf. Vos retours nous ont fait trop rire. Et pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez le voir, parce qu'il y a des anecdotes, c'est des pépites. On dirait un sketch, ce live, mais je suis avec mes potes. Et je vous raconte nos 3 jours de bivouac, c'est exceptionnel. Autre question sur Black Friday. On a fait un gros Black Friday. Alors, moi je suis anti Black Friday. Mais c'est la crise. 2, la crise se prolonge. On devait nous arrêter pendant 15 jours, 3 semaines. On nous dit maintenant qu'on est jusqu'au 20 janvier enterré. Donc, j'ai demandé à mon équipe de mettre un énorme coup de bambou sur les tarifs Black Friday pour vous faire kiffer. Moi, cette année, vous m'avez donné de l'estime de moi, de la confiance et du chiffre d'affaires pour les 2 prochaines années à venir. Donc, en toute honnêteté, là, le Black Friday, j'essaie vraiment de vous faire plaisir à vous. Donc, bah, vous avez une promotion qui est dégressive en fonction de ce que du panier que vous faites. Mais bon, là, ça fait envoyer les certifications à moins 40%. Voilà, c'est vraiment épique. Évidemment, on devait augmenter le tarif de nos certifications cette semaine. On l'a fait avant Black Friday. Hein. On n'est pas con. Mais bon, ça vous fait quand même un tarif qui n'a jamais eu lieu sur ces certifications. Donc voilà, on prolonge jusqu'à dimanche soir. Donc voilà, c'est le moment. Grand coup de rabot. Il y a même d'ailleurs des programmations qu'on va enlever à l'issue début décembre pour faire un renouvellement, un turnover. Donc s'il y a des programmations sur lesquelles vous doutez, vous devriez les prendre parce que là les tarifs ils sont hors normes. Et dernière chose par rapport aux questions qu'on m'a posées. Oui, il n'y a pas de Black Friday de tarifs sur les programmations qui comprennent une consultation. Les consultations, c'est du travail personnalisé qui prend du temps. Et j'ai une politique depuis que j'ai commencé il y a 8 ans. Je ne fais jamais de promotion ou de discount sur mon travail personnel. Donc je suis désolé, je ne ferai jamais de promo sur ça. Je suis sincèrement désolé. Mais sur le reste, franchement, faites-vous plaisir. Je vous prépare encore du contenu expansif sur la certification protocole de PM. Et je vous propose de l'extensif aussi sur We Are Athletic niveau 1, des contenus que je vais publier bientôt. Au passage, le niveau 2, donc qui est le niveau présentiel de mes certifications,
je vais l'ouvrir à partir du déconfinement. Donc le niveau 2, c'est un niveau où vous devez venir en présentiel une semaine à ma box, vous entraîner à mes côtés 3 jours et coacher 2 jours mes salles pour que je vous dise si vous êtes au niveau ou pas. Et il vous faut avoir vu l'ensemble du niveau 1 avant. Donc si vous êtes intéressé pour rentrer dans ce projet-là début d'année, vous devriez sauter sur le niveau 1 maintenant, surtout qu'il a un tarif complètement dingue, à moins 40%. Voilà. Merci sincèrement de votre présence. Semaine prochaine, on se fait un live avec Alain Para. Alain Para, les amis. Alain Para qui va venir et qui va nous faire un live sur la prépa mentale. On l'a dit. Alain Para tous les mois, mon prépa mental, docteur en hypnothérapie, qui va venir nous faire un live. Donc ce sera jeudi ou vendredi. Je vais m'arranger avec lui. Il le sait pas, hein, j'ai oublié de lui dire, mais je vais lui envoyer un petit message. Merci Guillaume qui dit que l'assertif est au top. Ça me touche énormément. J'y ai mis tout ce que j'ai dedans. Voilà, je kiffe. J'espère que toutes ces connaissances gratos qu'on vous offre vous donnent envie d'en acquérir encore plus. J'espère que ça vous a fait passer une bonne heure. Alexis, oui, certification au top, protocole de paix, Watt niveau 1. Merci Alexis, toi t'es un vrai, je kiffe aussi. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi des messages avec des sujets que vous voulez traiter. Puisque bah moi, mes salles sont fermées. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous occuper une heure et de vous donner des connaissances. Donc sincèrement, merci à tous. Audrey, merci de ta participation et de tes commentaires, c'était super. Merci Stéphanie, merci Valentin, merci Damien, merci tout le monde. Ce live sera en replay sur YouTube. Et là, screenshotez les amis, faites partager, voilà, qu'un maximum de monde voit ce genre de contenu. C'est très important pour moi et pour notre futur, à nous tous, notre communauté We Are Athletic, car on choisit pas sa famille, mais on choisit sa communauté. Et je vous remercie de m'avoir choisi. Et moi